Bonjour et bienvenue à Sous Tension, le show pour les entraîneurs et les passionnés de fitness, présenté par l'Institut du fitness et de la transformation. Aujourd'hui, je reçois l'un des hommes les plus forts au monde, Jean-François Caron. Bienvenue à Sous Tension. Salut, Kevin. JF, nous, on se connaît, mais je pense que les gens ne savent pas que tu as été 9 fois champion, l'homme le plus fort au Canada. Oui. 2 fois l'homme le plus fort en Amérique du Nord. Oui. Tu as même eu un record Guinness sur le nombre de fois que tu as pu flipper une voiture. Je pense qu'il était 1100 livres. Tu avais 5 minutes pour le faire. Tu l'as fait 13 fois. Record Guinness établi. Puis je me rappelle, écoute, je l'avais vu passer en 2016. Il y avait un pneu de 1350 livres. Tu dois t'en rappeler aussi. Oui, je m'en rappelle. Personne n'était capable de le lever. Les gens s'approchaient, même pas capables de le flipper. Toi, tu t'es approché, tu l'as levé, tu l'as flippé une fois, tu l'as reflippé une deuxième fois, une troisième fois, puis une quatrième fois. Écoute, établissant un nouveau record mondial pour le pneu, moi, ça me fascine. Écoute, j'ai donné pratiquement des frissons tellement que c'est impressionnant la force que tu as. Mais, encore là, pour te faire découvrir aux gens, comment t'es tombé dans le strongman? Si t'avais à te présenter un peu. Ben, moi, j'ai commencé un peu par hasard. Je suis pas quelqu'un qui vient du milieu de l'entraînement comme tel. Je suis un sportif de nature, mais j'ai commencé les hommes forts en faisant des compétitions pratiquement. J'ai étudié en agriculture, puis je travaillais dans une meunerie à l'époque. Puis il y avait un entrepôt, puis il y a des gars qui s'entraînaient ces affaires d'hommes forts, dont un gars qui travaillait à la meunerie, Jimmy Franqueur. Puis Yannick Normandin était déménagé dans la région de Montjoly dans ce temps-là pour enseigner en éducation physique. Puis ils m'ont demandé d'essayer ça. J'ai essayé ça un peu par la bande. J'ai eu un peu de succès. Puis par hasard, le championnat provincial cette année-là avait lieu à Montjoly. C'est Denis Morissette qui avait organisé ça là, avec l'équipe de l'époque. Là, c'était Hugo Girard qui organisait des compétitions dans ce temps-là. Puis j'ai essayé ça à la première compétition. Mais tu as essayé ce que tu t'entraînais pour? Ou pas vraiment. Ben, je me suis dans une meunerie, donc là, probablement que c'était physique, ce métier. Oui, c'est physique. Je travaillais ça à la ferme chez nous. Mais tu sais, j'avais quand même un horaire chargé. Là. Moi, je tirais les vaches le matin. J'allais travailler dans le jour à la meunerie. Je revenais le soir à faire la besogne, dans le fond. Fait que j'avais pas bien de temps pour m'entraîner, mais j'ai commencé à m'entraîner après le travail un peu avec les gars pour me pratiquer. Puis j'ai essayé à compter, mais j'ai adoré cette journée-là. Est-ce que tu le vois que tu avais une génétique de base qui était présente ou, ça peut être un et ou, là, mais que là aussi, le fait que tu travailles à la meunerie, que tu travailles physiquement à journée longue, tu dis que tu t'entraînais pas, mais probablement que ton travail, c'était physique. Est-ce que tu avais des bottes de foin à trimballer? Oui, mais à la meunerie, c'était quand même, je dirais assez physique. C'était très physique. Tu charriais des poches de moulée à journée longue. C'était quand même difficile. Puis sur la ferme, on était habitué de lever des poids aussi. Mais j'avais une bonne génétique aussi pour ça, il faut l'avouer. Mais j'ai eu des très bons résultats lors de cette compétition-là. C'est sûr que tout ce qui demande de l'entraînement, fait que toutes les presses, les poussées, ça, c'était moins développé un peu. Et ce que j'avais mieux performé, je me rappelle, il y avait un tir assis. Il fallait tirer un camion assis avec une corde. J'avais des bonnes mains, j'avais un bon dos, un bon cardio. Je m'étais démarqué à cette épreuve-là. Il y avait un soulevé de terre d'auto. J'avais pas fait beaucoup de deadlift, mais j'étais très fort à ce genre d'épreuve-là. J'avais fait des bons points. J'avais réussi à basculer le pneu une couple de fois aussi. Il y avait plusieurs gars qui avaient manqué. J'avais fait des bons points. J'avais perdu des points aux presses. Bien évidemment. J'étais pas assez fort. C'est mon bio, t'as peut-être à 200 livres. Quand tu t'es pas entraîné. Mm-hmm. Ça, c'était plus long. Ça, c'est ce que j'ai travaillé le plus fort pour monter. Mais j'ai adoré le genre de dépassement de soi là, que j'ai appris cette journée-là. J'ai fait beaucoup de sports. J'ai fait à peu près tous les sports de compétition qui existent. Mais beaucoup des sports... un jeune sportif. C'est ça, j'ai joué au hockey, j'ai fait de la course en ski super longtemps. Mais ça, c'est des sports de talent. C'est pas des sports d'entraînement. Tu comprends? Mais là, j'ai découvert que quand tu penses que la tank est vide, là, il en reste encore dedans. Là. J'étais vraiment allé au-delà des limites. J'avais jamais senti ça, mais j'ai adoré le feeling. J'ai dit, je peux faire ça. Fait que ça l'a ouvert la porte en disant, je vais continuer à travailler à la meunerie, mais je vais recommencer à m'entraîner. D'autres compétitions. Fait qu'en vrai, OK, fait que t'as vraiment tombé les deux pieds dans les compétitions de strongman. Je me disais, peut-être fait du powerlifting avant ou des choses comme ça. Ben, on faisait les deux à l'époque. OK, il y avait les deux. C'est ce qu'on faisait parce qu'il n'y avait pas beaucoup de compétitions comme aujourd'hui. Fait que souvent, c'était l'été, on faisait des hommes forts. Ouais. L'hiver, on faisait du powerlifting. Okay. C'était ça. C'était ça marchait, mais c'est grâce au powerlifting que j'ai augmenté mes charges aussi. Fait que là, je m'entraînais avec Jimmy, justement, puis Yannick. Puis ils m'ont montré les rudiments de l'entraînement. Puis c'est devenu ce que vous connaissez aujourd'hui. Puis tu as commencé à quel âge, le strongman, la première compétition? J'avais 22 ans. Fait qu'à 22 ans, là, tu te dis, je vais l'essayer, tu excelles. Puis là, tu en as fait probablement plusieurs par la suite. Ouais. Et quand tu t'es dit, là, je pense que j'ai un potentiel de faire l'international ou de... Ben, c'est allé quand même assez vite. Là, on parle de 2004, le début.
2004, première compétition. 2006, je suis déjà rendu au niveau de la Coupe du Québec. C'est-à-dire, mettons, les 12 meilleurs au Québec. Okay. Là, j'embarque là-dessus. 2007, j'étais invité par la bande au championnat nord-américain, ce qui devient ma première compétition internationale à Gatineau à l'époque. Je finis 5e. Je suis pas gros, là. Ça fait 2 ans que tu... C'est ça, là, j'étais à 270 livres, mettons, gros max, là, mouillé. Puis je performe super bien. Puis l'année d'après, le calibre est fort au Québec, il faut se rappeler. Hein, à l'époque, tous les meilleurs hommes forts venaient du Québec. Ontario, ça, c'était moins puissant un peu. Fait que c'était dur de se qualifier pour aller au championnat canadien quand tu étais un Québécois. Parce que là, c'est qui que tu as d'impact? Tu as Jason Paulin, tu as Hugo Girard, tu as Louis-Philippe Jean, tu as Christian Savoie, tu as Dominique Filiou, Steve Bourgeois. Tous ces gars-là sont là. Je suis comme tabarouette. Je me qualifie pas, je finis 5e au provincial encore, mais Dominique Filiou, il y a une blessure. Puis je me fais inviter par la bande encore au championnat canadien 2008. Je termine au 2e rang. Dernier, Louis-Philippe Jean. On s'en va au World Strongest Man dans 2 semaines. C'est de même, ça marche. Wow! Okay. Là, j'ai fait mon début. Puis, tu sais, lors de ce World Strongest Man-là, on va dire, j'étais pas prêt. J'étais pas prêt. Là, on est en 2008. Ça fait juste 4 ans que j'ai commencé. Mais, tu sais, j'ai fini, c'était des groupes de 6 gars. J'ai fini 6e dans mon groupe. Mais j'ai performé à plusieurs épreuves, j'ai battu beaucoup de gars. Puis je me suis dit, crime, la marche est peut-être pas si haute. Là. Si je mets plus de sérieux là-dedans, ben, je suis capable de faire partie de la gang. Je pense que le sérieux de l'affaire a parti là en 2008. Fait que là, 2008, tu dis, là, je vais en faire mon sport, j'ai le potentiel, puis t'en manges, t'adores le feeling que ça pourrait être sacré. Fait que là, tu reviens au Québec, là, tu dis, là, il faut que je m'entraîne comme un strongman. Moi, ça m'a toujours fasciné parce que powerlifting, là, squat, bench, deadlift, ça finit là. Homme fort, là, il faut que tu lances des barils au-dessus de ta tête, faut que tu tires un camion, faut que tu chercher des poches de sable dans le sable, faut que tu tiennes le Hercule Hall avec de la grippe. Comment tu fais pour... là, tu t'es dit, OK, là, faut que je m'entraîne. Est-ce que... Ça ressemble à quoi, une semaine de programmation peut-être que toi, tu te fais? Ça varie dans un... C'est sûr qu'on participait à différentes compétitions, que les épreuves varient, mais tu sais, il faut que tu sois complet. C'est ça. Là, les skills athlétiques embarquent. Puis je pense que c'était ça ma force. Même si tu es super bon en powerlift, si tu n'as pas ces skills-là, ça se transfère moins bien aux hommes forts. Tu auras beau être bien fort au bench, tu es fort au bench, point. Exact. Je pense que ton aspect, comme tu dis, tu as fait beaucoup de sport, tu avais un bon cardio. Dans les hommes forts, tu en as besoin. Là. Oui, c'est pas très powerlifting, non. Mais c'est quelqu'un qui est fort en powerlifting, qui arrive pour faire les circuits, les pierres d'Atlas, à les enchaîner. C'est pas pareil. Ça marche pas, là, le cœur ne suit pas. Là, fait que c'est un avantage. On va dire souvent le powerlifter ne peut pas nécessairement devenir un homme fort, mais l'homme fort va être un bon powerlifter. C'est ce que ça va faire. Mais j'avais ces aptitudes-là, puis c'est ce qui m'a le plus aidé. Puis le fait d'avoir un meilleur cardio que la moyenne m'a toujours avantagé dans les hommes forts. Puis je dirais, si tu me demandes c'est quoi le plus gros point faible des hommes forts, c'est ça. C'est le cardio. C'est l'endurance. Les gars sont gros, sont forts, mais tu sais, quand tu pèses 300 cucs, c'est pas le fun de se pousser à l'entraînement. Le cœur, au niveau de grosseur, c'est ça. C'est en plein ça, c'est difficile. Fait que souvent, les gars se rendent pas assez loin. Fait qu'on le voit aujourd'hui, je le vois, les gars, des fois, ils performent moins bien dans certaines compétitions. C'est parce que l'endurance est pas là. Mais ça, c'était un de mes points forts. Fait que ça m'a énormément aidé. Puis les gars vont dire, regarde, présentement, c'est Mitchell Hooper, le meilleur sur la planète. C'est l'athlète à battre. OK. Mitchell Hooper n'est pas le gars le plus fort. Mais c'est le gars le plus en forme, par exemple. De loin. OK. C'est la raison pourquoi il performe aussi bien. Fait que là, ça te met un peu une perspective que je trouve ça intéressante, de l'homme fort qui n'est pas juste fort, mais qui doit avoir un bon cardio pour exceller, parce que c'est ce que tu as vu dans ta situation, ce que tu vois chez lui qui domine en ce moment c'est sûr qu'à 44 ans, le cardio est moins bon, mais sérieux, on recule dans les années un petit peu, là, quand tu es dans la fin de vingtaine, tu es à ton prime. Le cardio est là. Et c'est très, très important. Je dirais que ma meilleure année, c'était 2012, la première année que j'ai fait la finale du World Strongest Man. Je pense que mon niveau cardiovasculaire était à son top. J'ai performé à cette compétition-là comme j'aurais pour espérer. Parce qu'en vrai, il faut que tu performes pour l'épreuve en cours, mais il y a une série d'épreuves durant la journée. Puis c'est souvent là que des fois, les gars peuvent lâcher parce que la condition physique est l'enchaînement qui est le plus difficile. Oui, exact. Fait que là, si on retourne dans le gym, ça ressemble à... Là, en vrai, dans un gym classique, ça doit être plus difficile parce que c'est des pierres d'Atlas, des pneus. Fait que là, tu trouves un gym qui est... Souvent, on faisait dans le gym les levées de base de powerlifting, la musculation, les accessoires. Puis on consacrait 1 à 2 journées par semaine à la pratique des épreuves qui étaient souvent dans... Extérieur, c'est ça. Je l'ai fait dehors longtemps, là, l'hiver aussi. Là. Ça, il faut que tu sois plus motivé. Puis c'est la partie difficile. Là, tu pratiques ces épreuves-là parce que c'est la répétition
de la pratique qui va devenir que tu vas être excellent à en venir à un niveau mondial. Fait que, tu sais, quand vous voyez ça à la télé, les gars, ils lèvent les pierres, maintenant. Ouais. On parle souvent des pierres. T'sais, ça a l'air facile, mais ça en fait 1000 que je lève. Là. La première fois, ça n'a pas l'air de ça, là, je vous le dis. C'est la pratique. C'est ce qui fait aussi que tu vas faire moins d'erreurs en compétition. Fait que j'ai passé beaucoup de temps. Sérieusement, pour pratiquer des épreuves d'homme fort tout seul, dehors, l'hiver, faut s'attendre. C'est ça, j'allais dire, l'hiver aussi? Oui. Oui, c'est parce que là, on s'est rendu compte, là, si on faisait juste, comme je disais tantôt, des hommes forts l'été, puis après ça, on faisait du powerlifting, notre niveau, au niveau des hommes forts, montait pas assez. Fait que là, ce que j'ai fait, moi, je vais en faire tout le temps. Toujours. Toute l'année. Et là, mon niveau a fait demain. Fait que là, c'était extérieur que tu t'entraînais, il n'y avait pas un garage. Ouais, des fois, on avait des locales. Là, j'ai travaillé souvent dans des... admettons, avec XPN, ils me prêtaient une partie d'entrepôt. Ah, okay. Je pouvais mettre de l'équipement là pour l'hiver, puis on pouvait s'entraîner là-dedans. C'était pas tout le temps parfait, mais au moins, j'avais mon équipement pour m'entraîner. Puis je pense que c'est ce qui a fait la différence. Parce que si on recule juste, mettons, 10 ans avant ça, avant que je commence ou dans mes débuts, même les gars de top mondial, mettons, on parle du Hugo Girard à cette époque-là, compétitionnait. Tu sais, Hugo, il avait son matériel, ça, puis il se pratiquait, mais c'était quand même récent, là. Tu sais, Hugo est allé déjà avant ça à World's Strongest Man, en mettons 98-99. Puis si je me trompe pas, il y avait même pas de roche. Là. Lui, il n'y avait pas de roche? Oui. Okay. Tu sais, il y a eu ça 2000 peut-être. Par la suite, il a fait des grosses compétitions mondiales sans avoir l'équipement. Les gars, ils essayaient ça un coup là-bas. Là. C'est pour ça que le niveau a changé énormément au niveau des hommes forts. Mais lui, Hugo, il avait compris que s'il voulait être bon, ça lui prenait des équipements pour s'entraîner. Tu sais, faire du deadlift puis du bench dans le gym, c'est pas assez. Là. Fait qu'il faut que tu aies des pierres, il faut que tu aies des manches de fermier, il faut que tu tires des camions, il faut que tu aies tout cet équipement-là pour performer. C'est vrai, le tir de camion, faut que c'est pas une voiture, c'est trop léger pour représenter. C'est différent. Puis là, c'est la fin des années 90, mais juste avant ça, les gars, il n'y avait tout pas d'équipement d'hommes forts chez eux. Là. Ils s'entraînaient dans le gym, puis ils s'en allaient là-bas. Fait c'est quoi qui se passait? Souvent, c'est les gars, justement, plus athlétiques que la moyenne qui se démarquaient des autres. Ouais. Magnus vers Magnusson a été le premier, on va dire, vrai athlète de force en termes d'intelligence puis d'aptitude athlétique hors norme. Lui, il est arrivé là comme réserviste une année, puis il a gagné le World's Strongest Man. Wow! Ouais. Mais c'est pas parce qu'il était plus fort que les autres. Il était intelligent, puis il savait comment manipuler les épreuves, puis c'était plus naturel pour lui. Soit s'économiser, est-ce qu'on peut des fois... Non, mais il y avait des qualités que les autres n'avaient pas. OK. Tu comprends? Bon, on a envoyé des athlètes naturels. J'ai parlé de Mitchell Hooper, c'en est un. Je dirais Martin Litchis aussi, dans cette catégorie d'athlètes-là. Il va être bon à tout. Tu comprends? C'est des gars qui auraient pu jouer professionnel à peu près tous les sports. Tu le vois. Une composante athlétique. Là, exact. Ça, c'est important. Parce qu'être gros, devenir fort, tout le monde peut le faire. Oui. À une certaine limite. Mais devenir athlétique, ça, c'est une autre histoire. Ça s'entraîne un petit peu moins bien. Tu l'as ou tu l'as pas. Est-ce qu'en ce moment, le côté cardiovasculaire, quand tu es en période de compétition, est-ce que tu t'entraînais le cardio ou c'était par tes épreuves que c'était le cardio de travailler? Beaucoup par les épreuves. C'est de faire des tire flips, travailler le cardio, on s'entend. Là, oui, énormément. Mais t'allais pas courir, tu sais. Non, parce que courir, c'est pas super efficace, dire, parce que c'est du super intense de 60 secondes. Mm-hmm. C'est pas avoir du cardio pendant 10 minutes. Il faut que tu sois capable de monter super haut pour descendre rapidement, puis te préparer à l'autre épreuve aussi, puis le recovery entre les épreuves. Tu sais, avoir du gaz encore après 6 épreuves. Exact. Ça s'entraîne en faisant des épreuves et en poussant la limite. Fait que le genre de brûlure que tu peux ressentir en compé, tu sais, là, quand tu es embarqué dans ce pattern-là, tu en fais des concours. Hein. Puis si un moment donné, je sais pas, quand tu tires le camion, puis là, tu sens une brûlure au niveau des quadriceps que tu n'as jamais senti, ça, c'est parce que tu t'entraînes pas. Tu es supposé de le sentir à l'entraînement. Parce que je dis tout le temps aux gars, si tu pousses pas assez loin dans ton entraînement, ben, j'en fais du coaching maintenant, avec des athlètes de force. Si tu ressens ça pour la première fois en compé, c'est quoi qui se passe? Tu tombes en état de panique. Hein? Fait que là, tu peux pas performer à ton 100%. C'est supposé d'être fait à répétition à l'entraînement. C'est ça qui est dur. Puis je le dis tout le temps, oubliez pas, c'est un sport d'entraînement. À la journée de la compé, je sais qui s'entraîne et qui s'entraîne pas. Mm-hmm. En vrai, la compétition, pas que ça devrait être plus facile, mais je veux dire, il faut que l'entraînement, justement, cette brûlure-là au niveau des cuisses, elle soit tellement présente et que ton corps vient à s'adapter qu'en compétition, ben, tu vas aller la rechercher, mais tu vas bien la doser parce que tu es habitué, tu sais que c'est pas un danger de rupture. Ouais, puis tu sais ce qui s'en vient. Tu sais ce qui s'en vient, exact. Tu sais ce qui s'en vient, puis tu le fais juste une fois. Ouais. Parce que là, quand on entraîne le truck pool l'après-midi, tous les deux, là, on fait pas une fois. Là. Non. On va en faire 3. C'est ça.
La troisième est moins le fun, là, je te dis. Ouais. Mais c'est ça, il faut pousser le corps tout le temps. Puis c'est comme ça que tu vas venir meilleur. C'est pas juste de devenir plus fort. C'est pas ça le but, là. C'est d'être capable de se rendre plus loin, d'être 2 secondes plus vite, puis de pas faire l'erreur qui t'a coûté la seconde qui t'a manqué. Exact. Mais il y a combien d'épreuves dans le Strongman? Parce que là, tu sais, c'est très varié. Moi, je dirais une trentaine. Tu sais, fait que tu fais que tu essaies le plus possible de travailler chacune des épreuves, mais tu le fais comme dans ton bloc annuel, peut-être. C'est parce que tu peux pas les travailler toutes les 30 à toutes les semaines. Non. Et tu vas faire des emphases. Il y en a qui sont probablement, tu es excellent, fait que tu fais, OK, je mets moins d'emphase là-dessus. Corrige les faiblesses. C'est les faiblesses qu'on va targeter. Parce que le but, c'est pas d'être le plus fort. Le but, Kevin, dans les hommes forts, ça va tout le temps être faire le plus de points à la fin de la journée. C'est vrai. C'est lui qui gagne. La compétition. Exactement. Ah, ouais. Ça veut dire faire le plus de points possible, ça comporte de moins perdre de points. Fait qu'on va focusser beaucoup les faiblesses de l'athlète. Ça, mettons, le gars, il a une mauvaise grip. Ben là, ça va être des farmer's walk à tous les semaines. Puis on va focusser sur travailler sa grip pour en venir qu'à monter ce niveau-là. Si c'est les épaules, on va focusser beaucoup sur la presse. Si le gars, c'est une machine au super yoke, on n'en fera pas tous les semaines. On va mettre les efforts ailleurs parce qu'à un moment donné, tu as une charge de travail que tu peux pas dépasser. Parce que ça tire du jus. Tu sais, à un moment donné, on va dire, le verre ici, c'est la réserve d'énergie pour la semaine. Faut s'en garder pour la journée, pratiquer faiblesse, qu'il reste de l'énergie dans le réservoir. Ouais. Si le gars il est tout le temps brûlé, ça fait pas. Et que la récupération est super importante aussi. Récupération, fait que sommeil là-dedans aussi. Est-ce que c'est quelque chose que tu as fait attention aussi, le côté nutrition, dans les hommes forts? Est-ce que, comme tu me disais que tu étais 270 livres mouillés, tu es monté à quoi en période de compétition? Mon plus lourd, je suis monté, c'est 365 livres. 365 livres. Arnold Classic en 2020. Mais je te dirais pas que j'étais à mon plus fort, mais l'hiver, c'est facile. À tous les ans, le Arnold Classic, tu remarqueras, les gars sont allés plus gros parce que c'est au mois de mars. L'hiver, c'est facile de manger. Au mois de juillet, il fait chaud. C'est un petit peu plus difficile. Est-ce que tu as vu justement une différence dans tes performances? Parce que il y a quand même l'aspect, je veux être athlétique, donc je veux pas être trop lourd à traîner. De passer de 270 à 365, c'est 95 livres. Fait que ça fait que. Mais là, la force s'est développé en même temps. Mais c'est ça. Là, ça dépend ton bon sweet spot. Ça dépend de la compé aussi, parce que le Arnold, on regarde ça de façon générale, c'est la compé la plus lourde. OK. Puis les gars arrivent là gros. OK. Pour utiliser leur poids de corps comme transfert aussi dans les épreuves. Un max squat, un max deadlift, un max overhead. Ouais. Pas trop de courage au Arnold. Fait que le cardio, pas tant important. OK. Bon, War Strongest Man, c'est un autre game. Première épreuve, c'est un loading race. Faut que tu cours 50 pieds 3 fois avec des sacs de sable. Ouais. Là, si t'es à ton plus gros à vie, tu n'auras pas de fun. C'est ça. Fait on va se préparer différemment selon les compétitions. Puis aussi, le Arnold, c'est une compétition intérieure. T'es pas en Malaisie à plus 45. Ça aussi, là. C'est sûr que la température va jouer par rapport à. Ouais. Parce que le World Strongest Man vient varier d'un pays à. C'est ça, ça se promène, c'est à l'extérieur. C'est un autre point aussi qu'il faut pas oublier. Fait que c'est pas juste d'être son plus gros, son plus fort, mais il faut regarder la nutrition, essayer de l'adapter avec ça. Moi, c'est sûr, avec ma génétique, je me suis tout le temps battu pour gagner de la masse. Parce que tu n'avais pas une génétique qui était. Tu prenais de la masse facilement. Mais j'étais à 220. Moi, j'étais un grand mince. C'est ça. Je pense que ton background de travail de jeunesse a fait que tu t'es forgé une masse musculaire. Mais là, peut-être à partir de là, ça a été plus dur. Fait que là, c'était la nourriture qui était ton grand défi. Il fallait que tu manges assez. Calories, protéines. T'as des gars qui sont 6'8", 360 d'origine. Oui, je comprends. Ces autres montent à 400, c'est pas un gros challenge. Puis ils ont un appétit qui est plus grand, fait que ça va être un peu moins difficile pour eux autres. Sauf que ce que je me rends compte, des gros gabarits dans les hommes forts, avec l'âge, on ralentit plus vite que les gars qui sont, mettons, dans la moyenne. On va dire 6'2", 3'30", là, ça, c'est la moyenne de l'homme fort. Ouais. Mais les gars en haut de la moyenne, je trouve qu'ils ont perdu leur vitesse plus rapidement. Les meilleurs exemples, c'est Brian Shaw et Hafthor. Maintenant, tu sais, Hafthor n'est pas si vieux que ça, il est plus jeune que moi, mais c'est un gars qui a ralenti énormément. Fait qu'il excelle dans la vingtaine, trentaine, mais après ça, il rejoint le peloton rapidement. Il va être très, très fort, mais tout ce qu'il va demander de la vitesse, il l'a perdu. Mais quand il était jeune, c'était plus vite. Même s'il pesait 400. Il était extrêmement rapide, mais ils l'ont perdu plus vite, cette vitesse-là. C'est ce qu'on découvre un peu, là, tu sais. Le sport. C'est parce que les strongmen, ça fait pas si longtemps, en vrai, qu'on l'a. On parlait d'Hugo Girard dans les années fin 90. Ouais, ça a commencé en 77 avec le World Strongest Man, mais c'était pas spécialisé. Il y avait un powerlifter, un joueur de foot. Ça ressemble à ça. C'était plus varié. Fait côté nutrition, est-ce que tu avais.
t'avais une structure que tu disais, OK, il faut que je mange ça aujourd'hui, puis il y avait probablement des enjeux digestifs. Donc, je veux dire, il faut que parce que tu as quand même un bon gabarit, là, 365 que tu avais à nourrir, là, c'était 8000 calories par jour. Fait est-ce que tu y allais beaucoup liquide ou c'était des repas tout le temps, du solide? Non, que je te dis, 8000, c'est 8000 à la fourchette. À la fourchette. Du riz, de la viande. Du matin au soir, c'était 8 repas par jour. Fait que c'est 2 heures, 2 heures et demie. Ouais, parce que les suppléments, même aujourd'hui, quand je prépare les plans alimentaires de mes athlètes qui compétitionnent, tout ce qui est shake, tout ça, n'est pas compté. C'est du supplément. Fait que souvent, les gars vont prendre juste un shake par jour après l'entraînement. Fait que tu as ton 8000 calories en nourriture, fait qu'une belle variété. Qui est là, légumes, toutes les choses que tu sais, je me dis, c'est quand même quelque chose qui est intéressant pour la santé, mais qui bloque dans l'espace de l'estomac. Fait que là, quand on était à 8000, 0 légumes, tout en poudre. OK, c'est ça, c'est là que tout en poudre, sinon ça ne digère pas. Il faut que tu prennes des choses qui se digèrent plus vite. Fait que moi, je mangeais énormément de poissons. Oui, c'est vrai que ça se mange mieux aussi. Ça se digère mieux, mais si tu te bourres de légumes verts, là, ça passe pas, là, je te dis. Mais t'as plus de place pour le reste, pour le riz, puis qu'est-ce qui va donner ton gaz, puis ta croissance musculaire. Puis, exact. Mais ça marchait bien. Je suis venu à mon plus fort. Quand je me suis blessé en 2022, je te dirais qu'en termes de force, j'étais à mon plus fort. Là. C'est, mettons, squat deadlift. C'était dans ton pic qui était là. J'étais à mon plus fort, mais c'est sûr qu'à 39 ans, j'étais plus aussi vite qu'à 30. Mais la force était là, mais la vitesse était moins là. Peut-être que tu étais capable de compenser avec cette gain de force-là. Mais je m'adaptais aussi aux épreuves qu'ils présentaient. Ça, c'était quand même important. Puis dans ces années-là, si tu prends de 2015 à 2020, là ils nous demandaient d'être forts. OK. Parce que les compétiteurs... OK, c'est par rapport aux épreuves exigées qui étaient... Il y avait du max deadlift tout le temps. L'overhead était important aussi. Il n'y avait plus tant de loading. Ça, on en faisait beaucoup à Songesman. Puis ça, je gagnais tout le temps. Les loading étant? Un loading race, mettons, avec des objets, courir, être vite. Ça, on en avait un petit peu moins, un peu moins de cardio. Il n'y avait plus de route Conan, il n'y avait plus de taille. C'était plus dans la force brute. Ouais. Puis je pense que dans ces années-là, il y avait aussi beaucoup sur une soulevée d'une voiture où il y avait plein de candidats qui n'étaient pas capables de la lever. Tellement c'était lourd. Qu'il y avait seulement ceux qui excellaient vraiment qui s'en sortaient. Il y avait une course au record. Dial, il y avait moi, Brian Shaw. Savika, c'était encore là aussi en 2015. Haftar, Haftar, maintenant, le recordman du deadlift, mais dans ce temps-là, il n'était pas le meilleur. Là. Fait que, il s'est construit à partir de ça, mais c'était vraiment la course au deadlift. Là. Puis Dial, en 2016, a fait le 500 kilos. Fait que là, on courait tout après, dans le fond, pour essayer d'être le plus fort. Puis c'est ce qu'il nous demandait. Il nous demandait d'être fort. C'est pour ça que Dial aussi, il a eu des bons résultats dans ces années-là. Il est monté à 430 livres, Eddie. Là. Eddie, moins grand que moi. OK. Il était fort. Là. Squat deadlift, il n'y a personne qui arrivait avec. Là. OK. Lui, en termes de force brute, puis même aux épaules, en termes de force brute, c'était le plus fort. Okay. Mais c'est ce qu'il demandait en compétition. C'est pour ça qu'il a gagné le World en 2017 aussi. Là, parce que le deadlift surtout, là, qu'il est allé chercher, mais t'as un excellent deadlift. Mm-hmm. Lui, il faisait un 500 kilos, tu disais? Oui, lui, il a fait 500 kilos avec le costume. Fait que c'est 1100 livres. En 2016, oui. 1102 livres. Toi, t'as au moins fait 900, ça, je sais. Moi, mon meilleur, c'est 463, mais pas de saut. Un kilo. Au Arnold. Ben, tu vois, son meilleur levé au Arnold, c'est la même affaire. OK, c'est ça, parce que je sais que tu excelles. C'est la même affaire, mais avec le saut, Teddy, elle en cherchait plus. Lui, c'est un gars qui avait c'est lui qui avait la meilleure jambe. Au niveau du squat, il était fort en tabarouette. Puis il était capable de bien s'en servir. Quand tu as la combinaison de deadlift là, que tu vois tasser dans le fond, là, ça en donne pas mal. Je te dirais pas. C'est un deadlift partiel, c'est pas le gars qui avait le meilleur dos. OK. Mais pour lever avec un sou, t'es bon, tabarouette. Et 500, là, tu sais, pareil, faut regarder la réalité. Là. On avait tous dit qu'il ne réussirait jamais. Là. On disait que c'était impossible, puis il nous l'a levé d'en face. Fait que, non, ça voulait dire... Est-ce que ce score-là a été dépassé? Oui, Haftar l'a battu. Il a fait 505, il a fait 510, puis au Women's Game, il y a de ça. C'est lourd, ça n'a aucun... Il y a de ça 2 semaines. Il a essayé 515, il l'a raté. Là, c'est le saut qui est tout le temps présent là, pour essayer de avec le saut. Mais je pense que le 505 puis le 510 que Haftar a fait, pour vrai, présentement, personne ne peut faire ça. Puis je l'explique par l'ischio-jambier. Ça prend un gars comme Haftar pour faire ça. Tu sais, le monde va dire, quand il est plus petit, c'est plus facile. Non, pas tout. Regarde, le gars qui a le record au deadlift mesure 6 pieds 9. Fait qu'arrêtez de me dire ça. Là, oui, t'as moins de range of motion, mais pour développer autant de force, il te faut ça prend muscle, il te faut un long muscle, en vrai, c'est ça pour exact. Haftar Bjornsson a un frame que les autres n'ont pas. Il est genoux large comme ça. Fait que lui, si on attache du ischio-jambier, là, ça doit être 2 fois gros comme les miens. Oui, le tendon doit nous autres, à ces poids-là, ce qui nous a tout arrivé, Brian Shaw inclus, on s'est tous pété les ischios.
Jerry Pritchett, on a tout passé par là. Le seul que ça y est pas arrivé, c'est Hafthor. Mais Hafthor est plus gros. Puis sa jambe est super forte. C'est pour ça qu'il est capable de deadlifter ces poids-là. Là. Parce que là, le monde, on dit, OK, là, il a manqué son dernier levé, mais le monde ne réalise pas c'est quoi le poids. Là. Il dit 515 kilos. 515 kilos, c'est 1137 livres. 1037, là, on est 5 sur la terre, je pense, à avoir levé plus que ça un peu. Là. Autour de 470 kilos. Lui, c'est 100 livres de plus. Il faut réaliser aussi c'est quoi, là, avec une barre en avant. Non. Fait que c'est extrêmement difficile, mais je pense que ça prend une structure comme ça pour pas se blesser en levant cette charge-là. Là. Je pense qu'un gars de 6 pieds 2, 330, c'est impossible, je pense. OK. Lui, il est 6 pieds 9 puis avec la masse musculaire. Fait que il y a une génétique qui le prédisposait pour exceller dans ce sport-là. Puis là, il se spécialise juste à ça. Il ne compétitionne plus avec les hommes forts. OK. Donc, là, il a fait quelques compés dans les dernières années, mais là, c'est deadlift seulement. Parce qu'il veut augmenter le record. Tu sais, il a laissé sa marque. Il l'a déjà laissé. Là. Ouais. Mais il y a une question d'argent aussi là-dedans. Parce que quelqu'un qui fait des événements, qui se présente pour essayer soit de battre son propre record ou il y a de l'argent. Ouais. Fait que c'est pour ça qu'il est en fin de carrière. Ouais. Et il est très bon à se lever là. Mais je pense pas que quelqu'un va battre ça dans les 10 prochaines années. Quel âge il a? Hafthor, il doit avoir 39. Tu sais, des fins de carrière, Strongman, c'est pas mal, 44 de ton côté. Fait que on est là-dedans, en vrai. Les sports de haut niveau, même la ligne de hockey. Mais c'est parce qu'on ralentit. Ouais. Mais en termes de force, les gars sont forts. Tu sais, Savikas a gagné l'Arnold à 41 ans. OK. Il était plus vite. Il est plus vite comme avant. Mais il était encore fort. Fait que c'était assez pour gagner la compé selon les épreuves. Quand même, c'est vrai qu'à 41 ans, quand tu as tous des jeunes de 20-30 qui ont l'agilité, la vitesse, toi, tu as la force, tu as l'expérience, les années qui ont... Il y a le vécu qui est derrière. Là. Puis quand on parlait de nutrition, quand tu arrives en compétition, est-ce que ça doit être assez exigeant? Là, tu manges ton 8000 calories ici au Québec, ça va bien. Là, tu arrives à l'extérieur, là, c'est pas l'épicerie ou comment tu gères d'ingérer cette quantité-là? Puis il y a le décalage horaire aussi là-dedans. Tu peux plus manger ça. T'oublies ça. C'est ça, exact. Là, t'oublies ça, tu peux plus manger ça. C'est pour ça que je dis aux gars de tout le temps essayer de faire un bulk avant de prendre l'avion. Ça dépend de si tu compétitionnes dans le village voisin. Non, exact. Mais là, on parle d'avion, tout. Et tu vas perdre 10 livres à la compé, mais tu vas te sentir mieux avec ce petit 10 livres-là de délestage. Fait que ça, c'est pas mauvais. C'est pour ça que je dis assez de bulker la semaine avant. Puis vous allez le perdre anyway. Vous allez manger vos 3 repas, sûrement, seulement. Puis l'important aussi dans la journée de compétition, là, ça va être la prise par les liquides, des carbs, des électrolytes. Pas trop en mode digestif. C'est ça. Puis, non, c'est bien, au moins tu changes le mode alimentaire. Tu vas te sentir un peu plus léger et tout. Mais aussi, tu t'habitues à t'entraîner plein quand tu es à l'entraînement. Mais en compé, tu fais pas ça. Là. C'est de toute façon, le matin de la compé. T'as pas le stress. Non, c'est ça. Fait que ça va être des petites quantités. Puis c'est plus que ce que tu as mangé la veille qui va servir d'énergie. Bon, on pallie avec des liquides, puis là, c'est le temps. Puis tu ne dépenses pas tant. Hein. Quand tu compétitionnes, là, on force, mettons, il y a 5 épreuves, on force 4 minutes. Tu sais, c'est pas comme un training, on va pas s'entraîner. On force une fois, puis on va s'asseoir. C'est pas dur, là. Je te dis, là, présentement, j'organise les compés, là. C'est pas mal plus le fun de boire du Gatorade d'entendre que tu compétitionnes, je vais te le dire. Là, l'entraînement est plus dur, tu sais, c'est ça. Oui. C'est quand tu fais des entraînements, c'est... Mais c'est pas tant demandant, la compé. Là, les gens voient le résultat d'heures et de semaines d'entraînement. Mais la journée de la compé, c'est sûr, quand tu vas au max, le lendemain, tu le sens, là. Dépendamment. Tu sais, mettons, tu as un deadlift à répétition, là, puis là, tu es obligé de te rendre à 14 reps pour gagner. Tu vas le sentir, c'est sûr. Mais tu ne seras pas si brûlé sur le moment. Tu vas être capable de faire ta journée si tu es entraîné, bien sûr. Exact. C'est ça qu'il faut que les gens aussi ils réalisent. Parce que c'est pas comme ça, on essaye ça de même. Là. Parce que peu importe quel genre de compétition tu vas faire, si tu t'es jamais pratiqué, tu n'auras pas de fun. C'est la même affaire. Les gars sont entraînés pour ça. Puis là, ils vont se blesser, ça arrive. Mais le risque à l'entraînement est beaucoup plus élevé. Là. Est-ce qu'il y a des choses qu'avec tes gars que tu fais pour justement prévenir ces blessures-là? Y a-tu des petites tactiques que tu intègres en disant c'est pas juste avec les blessures majeures que tu peux revoir? Comme là, tu parlais de l'ischio-jambier qui est souvent arrivé. Mais c'est pas juste des petites tactiques. Je te dirais présentement, là, moi, je coach 20 athlètes. 20 athlètes qui compétitionnent à différents niveaux. J'en prends pas plus parce que je fais du one-on-one. Il n'y a pas personne qui est pareil, il n'y a pas personne qui va à même compris, pas personne qui a le même niveau, pas personne qui a le même équipement. Fait que j'aime mieux garder ça plus petit. 80% de mes discussions avec les athlètes, c'est comment revenir de X problème. C'est de la physio. OK. Carrément. Tu sais, à un moment donné, les gars, ils savent s'entraîner, ils savent manger, ils savent ce qu'ils ont à faire.
Mais là, ils ont mal au ça, coude. c'est pas juste en prévention, c'est qu'ils ont mal en ce moment. Fait que là, faut que tu parles avec eux. C'est ça. Pas nécessairement juste des blessures, mais tu sais, des inconforts. Ouais. Avant que ça devienne une blessure, il faut régler ça. C'est beaucoup ça. Fait que, on va dire, avec toutes les affaires que j'ai eues, je me suis quand même perfectionné là-dedans. On va dire, là, les affaires de physio, beaucoup d'étirements à la mobilité. Ils me trouvent tannant avec ça, mais c'est des fois, les gars sont loin. Fait que on se voit pas souvent. Mais des fois, j'en prends des proches. Là, puis là, je leur montre à faire un vrai stretching, maintenant. Ouais. Ils se rendent compte qu'ils se sont jamais tirés. Ben, je pense que dans le domaine du strongman, c'est pas quelque chose qui est tant véhiculé ou utilisé. Tu l'as découvert avec ton expérience. Là, mais... Ouais, puis moi, j'en ai fait même du stretching assisté. Je payais quelqu'un qui était spécialisé là-dedans une fois semaine, 1 heure de temps, venait m'étirer. C'était le training plus dur de la semaine. Je finissais de là, trempannage. Brûlé. Je me suis rendu compte aussi, la première fois que j'ai fait affaire avec cette personne-là, que je m'étirais pas assez, c'était pas un stretching. Parce que quand tu t'étires tout seul, tu te rends un certain niveau de douleur. Ouais. Là, tu pognes le niveau 2, puis c'est pas pareil. L'étirement te causait plus de douleur que tes compétitions. C'est ça. Mais mon niveau a changé. Je me suis moins blessé. J'ai gagné de la mobilité dans mes épaules, dans mes hanches. J'avais moins mal aux genoux parce que là, t'as tout le temps le quad raide. Ben oui. Mais là, quand je me suis fait étirer le quad la première fois, là, boy, je manquais pas de bonne chance à celui qui t'étire. Ben, oui, bonne chance pour toi, mais parce qu'il doit y avoir de la tension qui est générée là, par rapport à ton quad. Là. Fait que d'essayer de le mettre, c'est son poids de corps, elle essaie de coucher sur le ventre. Oh mon Dieu. Je pensais jamais manger une volée de même, je te dis. Mais c'était extrêmement efficace. Fait que je dis au gars, il faut que vous fassiez ça. Tu l'as vécu, tu as vu tes performances, tu as vu. C'est sûr, ça améliore l'amplitude de mouvement. Si ton muscle est court, quand tu l'étires, il prend de la longueur. Il prend du tissu musculaire qui peut générer plus de force. Puis de 2, quand tu arrives à ta fin de ton mouvement, tes fibres musculaires sont éloignées. Tu risques de déchirer un muscle qui est bien étiré puis il a pris de sa forme. Mais là, tu diminues son risque de blessure. C'est ça. Je pense que 80% des blessures sont créées par un manque de souplesse. Tu sais, à un moment donné, tu viens stiff de partout. Puis là, tu prends de la masse musculaire au fil des ans. Tu viens raide. C'est là que ça pète. C'est ça le problème. Puis moi, je vais te dire, j'étais pas un gars souple à la base. Maintenant, tu sais, oui, j'ai perdu du poids. Je m'entraîne beaucoup, mais je m'étire tout le temps. J'ai pris cette habitude-là. C'est pour ça que je suis capable de continuer. Admettons, je m'étire pas de la semaine. Là, puis là, je fais mon squat, je fais mon lift, puis je laisse faire ça. Là. Ça marche plus, là. Ça marchera plus. Il faut que je me stretch, puis c'est l'athlète. Puis, tu sais, je suis plus au niveau que j'étais, là, vraiment loin. Là. Avec des gars qui compétitionnent, il faut qu'ils le fassent. Mais je sais qu'il y en a qui ne le mettent pas en priorité. Parce que quand tu lèves un pneu ou tu lèves un yoke ou peu importe, tu vois la charge, tu vois quand tu t'étires, là, puis tu tiens les orteils pendant 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, tu fais comme je fais quoi, là? Si je perds mon temps, il y a une douleur, tu le sens que le muscle travaille, mais c'est pas le même feeling que de s'entraîner avec des charges. C'est comme si tu me disais, hey, je vais aller m'entraîner avec des élastiques. Ouais, je m'entraîne, mais c'est pas le même feeling. Fait que c'est tiré, des fois, les gens ne le perçoivent pas comme étant bénéfique parce qu'ils ne voient pas le travail. Mais il y a un gros travail qui est fait. Je pense que c'est la portion la plus importante pour les gars, les filles qui compétitionnent dans la compétition de force, surtout les gros gabarits. Je m'aurais pas attendu qu'un commentaire constructif sur le strongman, ça aurait été étirez-vous dans le. Mais te montrer à faire étirer est important. Oui. C'est la même affaire que se faire montrer à s'entraîner. Tu sais, le gars, il m'entraîne. Tu sais, moi, quand j'envoie, mettons, je commence avec un nouvel athlète. Puis là, je t'envoie le training. Moi, je sais ce qu'il y a dedans. Puis là, puis comment ça a été? Ah, ça a bien été. Tu l'as pas fait. Il manque de l'intensité là-dedans, c'est sûr. Parce que t'es pas de me dire, tabarnak, je suis pas capable. Tu comprends? Fait que souvent, surtout quand je coach des gars du Québec, mettons, là, j'essaie de faire une session avec eux autres. Puis là, ils se rendent compte, comme à l'étirement, ils se rendent compte qu'ils s'entraînaient pas, finalement. Ils n'ont pas eu de fun, ils ont vomi après une demi-heure, puis là, ils ont catché que, OK, c'est ça, un entraînement. Mais il faut que tu l'apprennes un jour. Tu sais, un training sur papier, ça veut pas rien dire. Ça dépend comment il est exécuté. C'est comment tu l'exécutes. Ça peut être long comme ça sur une feuille. Ça peut être dur en tabarouette. Tu comprends? Il faut avoir 3 exercices d'écrit, mais ça peut être tout qu'un training. Ça, fait que souvent, j'essaie de le faire avec les gars. Des fois. Là, je vais te montrer quelque chose, on va s'entraîner ensemble. Et là, il pitonne pas son téléphone entre les sets. Je peux te dire, il prend son air. C'est bien, tu sais. C'est ça. Mais si tu veux venir bon dans les zones fortes, c'est super important. Ben, s'entraîner, c'est s'entraîner. C'est pas supposé être facile. Moi, tout le temps ça, l'entraînement devrait être à la limite un peu plus dur que la compétition de ce qui s'en vient, puis de préparer ton corps à vivre, que tu arrives à la compétition, justement, que ça soit facile, tu sais. C'est ça. Mais ça devrait toujours être comme ça pour avoir du gain. Parce qu'il faut pas oublier, là, on vient plus fort, pourquoi? Parce qu'on a stressé le corps s'adapte à un stress.
Pas de stress, pas d'adaptation, pas Exact. de... Regarde, c'est très, très basique. Là. Ben oui. Tu auras beau réinventer la roue, là, avec n'importe quelle technique, si tu forces pas, tu prendras pas de force, tu comprends? Puis, il faut que ça soit aussi bien exécuté. Avec une portion du coaching qui est beaucoup focusée sur la technique. Je te dirais, le mouvement le plus important, c'est le squat. Ah, OK. Ouais, pour prendre le plus de force possible, si tu as le choix de faire un mouvement, tu vas squatter. OK. Tout le temps. Tu sais, mettons, tu pognes un gars qui squatte tout le temps, chaîne postérieure super forte, deadlift, il va être bon. Tu sais, tu peux pas squatter 700 livres, Pas avoir de deadlift. puis il fait 300 de deadlift. Okay. C'est impossible. Fait que ça suit. Fait que si ce mouvement de base-là est bien exécuté, le reste va bien aller, souvent. Après, il va rester la technique pour lever une pierre. Oui, c'est ça. Sur les différentes épreuves. La force, si tu avais un exercice à choisir pour ceux, exemple, qui veulent commencer le strongman, ça serait le squat. Le squat. Maximiser le plus possible. Parce que la plupart des gens squattent mal. Même les entraîneurs. Oui. C'est vrai, tu vois ça souvent. Là, ils essaient de le montrer à squatter. Je dis, qu'est-ce que tu fais là? J'étais un peu. Là, on va ce serait quoi les cues que tu dirais pour le squat? La première chose à apprendre, il faut que tu ouvres tes hanches. Ouais. Ça, c'est la première chose. Puis là, c'est de voir la physionomie de la personne. Longueur de fémur, position des hanches, souplesse au niveau des chevilles. Mais moi, je vois... Regarde, laisse faire le poids, là. Tu vas te mettre en face de moi, là, puis air squat. Il faut que tu comprennes le mouvement puis le pivot du bassin. Là. Un coup que tu as compris ça, la progression va faire de même. Ouais. Mais tant que c'est pas rentré, là, le risque de blessure est élevé aussi. Oui. Ouais. Fait que ça, c'est super important. Un coup que tu as placé ton athlète, puis là, il a appris à squatter, là, puis là, il est à l'aise, pas de miroir. Tu sais, la proprioception du corps est apprise. Ouais. Là, il sent, OK, là, je suis à la bonne place. Puis, à force de répéter les mouvements, là, on peut monter la charge. Toutes ces autres affaires vont monter. Fait que là, parce qu'il pratique ses épreuves. Le yoke, il va être fort des jambes. Ouais. Marche fermier, ça va avancer plus vite. Il va lancer, il va avoir plus d'impulsion au niveau des cuisses. Puis aussi, ce qui est important avec le squat, c'est le mind-muscle connection avec les jambes. Souvent, les gens débutants en entraînement l'ont pas. Ils comprennent pas. Ils font le mouvement. C'est ça. Ils essaient de faire le move, mais ils vont cheater avec ce qu'il y a de plus fort. Là. C'est pour ça que tu vas voir, là, même des athlètes assez haut niveau, là, tu vas voir surtout les filles, les genoux leur rentrent par en dedans. Ouais. Ils essaient d'utiliser juste le quadriceps, ils ne savent pas de le fessier. Mais le fessier est le muscle le plus fort de la jambe. Fait que c'est des petites affaires de même que si c'est placé tôt dans la carrière, au début, là, ils vont progresser beaucoup plus vite. Toutes les épreuves vont suivre. Ton squat va bien, le reste va bien. Même l'overhead. Tu sais, mettons, tu prends un log. Et il faut toujours bien que ça, c'est tight. Tu pousses avec les cuisses aussi, c'est pas juste les épaules. Fait que les jambes travaillent à tout. Il y a peut-être juste la prise de recul là, qui ne servent à rien. C'est tout. Et c'est tout le temps. Fait que, ils me trouvent tannant que ça, mais souvent, là, le training commence la semaine squat. Puis il y en avait un deuxième, est-ce que tu irais... Soulevé-terre. OK, on reste dans les grandes barres. Fait que c'est vraiment de tourner l'entraînement autour de ces levées-là qui vont se transférer vers les autres épreuves. Ouais. C'est ce qui est le plus transférable. Puis je dirais, lui qui est le moins transférable, c'est le bench press plat. Oui, parce que tu ne te retrouves jamais dans une position comme ça. Ben on en fait des fois là, pour le fun. Parce que, ou mais pas en compétition. Tu ne te retrouveras pas dans un on en fait des fois. Genre, je modifie. Tu sais, le Viking Press qu'on fait comme ça. Oui, exact. Ben, on le modifie, on le couche sur le banc, puis les gars, ils le font. Okay. Aussi, mais tu sais, tous les gars, on en fait du bench. Mais c'est pas spécialisé comme en powerlifting. Puis, ce que je trouve intéressant avec ça, c'est que souvent, quand on a commencé à s'entraîner, le premier mouvement qu'on a fait, c'est du bench. Bench press. Fait que les gens dans les estrades, ils aiment ça. Regarde, là, ils vont faire 400 livres au bench en rep. Fait que c'était impressionnant pour eux autres. Ils peuvent mettre un chiffre. Mais c'est pas tout le monde qui fait du squat, du deadlift. Fait que, tu vas leur dire, j'ai levé 700 ou 900. Ils savent pas c'est quoi exact. Mais le bench plus. Mais 4 plates au banc, ça dit plus quelque chose. Mais c'est pas tant transférable. C'est vraiment au niveau des overheads. On voit souvent des powerlifters. John Act, un bon exemple. Un des meilleurs livre pour livre au monde. C'est pas le meilleur. C'est un gars de 200 livres. Il fait 600 livres au banc en compétition de powerlifting. Il a fait des hommes forts. Je pense son max 350 au bio seulement. Tu comprends? Parce qu'un bencheux spécialisé, souvent, mauvaise mobilité. Au niveau des épaules, ça y nuisait. Mais il était quand même fort pareil. C'est sûr qu'au deadlift, il a clenché toutes les autres parce qu'il y a un deadlift de 900 aussi. Là, il n'y a pas juste bon bench. Mais tu voyais que son bench, pendant des années, à pas faire d'overhead debout. Tu sais, assis c'est ça, il a trop fait de... C'est ça. Ça y a nuit un petit peu. Parce que développer sa force au bench, c'est une chose, mais de le transférer dans un overhead press, il aurait fallu qu'il... C'est pour ça que je dis que c'est le moins transférable. Mais si t'es fort au deadlift, t'es fort au deadlift. Là. N'importe quelle sorte de deadlift que tu vas avoir en compé, tu vas être bon. Là.
Tu sais, t'as pas besoin des fois. Même pour le pneu, ça reste un deadlift. Ouais, le deadlift, as-tu 13 pouces? Y a-tu 15 pouces de haut? La barre est comment? Fais du deadlift. Si t'es fort, ça va lever. T'as pas besoin d'avoir le même setup de deadlift chez vous. C'est juste ça que je veux dire sur ce genre d'épreuve-là. T'es fort au-dessus de l'est pas. Puis t'as la portion d'épreuve technique. T'sais, on a parlé des pierres d'Atlas, le lancer. Je mettrais le dumbbell aussi là-dedans. Ça, un bras, là? Ouais, ça, c'est pas vraiment un press aussi. C'est du leg drive, de la transition. C'est des épreuves qui soient plus pratiquées parce que pour certains athlètes, selon leur physionomie, des fois, c'est moins naturel. Fait qu'on pratique ça, puis ça tire moins de gaz. Tu sais, t'auras beau faire du lancer souvent, 2 fois semaine, tu brûleras pas ton système nerveux. Mais du yoke 2 fois semaine, je te le conseille pas. C'est pour ça. Et là, on a parlé du log press et autres. Parlons de ta compétition 2022. C'est quelque chose, un événement marquant dans ta vie, dans ta carrière. Tu étais sur ton prime. Oui, des petites blessures à droite à gauche. Mais raconte-nous un peu le déroulement de la compétition, cette compétition-là, puis qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ce qui s'est passé au Arnold Classic en 2022, c'est que la première journée, j'ai remporté le squat. Après ça, je me rappelle pas. Je pense que c'était le dumbbell haute épreuve. En tout cas, j'étais dans les 3 premiers. Puis le lendemain, là, au bio maximum, je me suis sectionné les 2 tendons des quadriceps. C'est ce qui a mis fin à ma carrière internationale, finalement. Au lever du bio. Puis assez frustré, c'est un accident. T'sais, on l'a analysé, le vidéo. C'est le pied gauche qui a glissé. OK. Fait que juste le petit coup que ça a donné, là. C'est comme quand tu te le biceps. Je pensais pas que... OK, mettons, tu lèves une roche, puis tu tires, puis là, ça te glisse un peu. Pète. Ça a fait la même affaire, mais dans le genou. Mais là, j'étais en poussant, moi. Là. Ouais. Tu veux pas si un genou lâche, toute l'attention, ça va sur l'autre, c'est que c'est sur l'autre. Ça a fait tard. Ouais. Fini. Ça a pété. Là, je savais ce qui venait d'arriver. Puis ce qui est frustrant aussi, c'est vrai de ça, j'ai dit à Simon Boudreau, il était avec moi. Oui. Puis il est venu me voir, il me regarde. J'ai dit, Chris, j'étais sûr que je l'avais. Tu le sais, hein? Tu sais, quand tu le clean, puis tu le sais qu'il va y aller. Mais tu sais, ce petit accident-là est arrivé. Puis malheureusement, c'est ce qui s'est produit. Mais ça a quand même bien revenu. Mais à 39 ans, revenir d'une blessure comme ça, après ça, le train passé. Là, c'est parce que tout le temps de réadaptation, de convalescence, qui est au quoi, 6 mois peut-être? Ou, je te dirais 1 an. Tu sais, 1 an, je veux dire... Tu vas récupérer 75% dans les 3 premiers mois. Mais l'autre 30%... Mais c'est parce que ça fait des différences sur la première place versus la 12e. C'est long, puis il y a des affaires qui ne reviennent pas aussi, Kevin. Tu sais, l'explosion, le changement de direction, le jump. OK, tu vois que c'est pas pareil. C'est peut-être, probablement, avec le... Ouais, il y a moins de souplesse, puis veut pas... Là, ça dépend comment ils l'ont... C'est le cerveau, lui, là, il dit que ça a déjà pété, ça. Ouais. Tu te protèges. Il faut que tu reviennes de ça, mais... Puis tu veux pas, rendu à 40 ans... C'est déjà en baissant, ça. Exact, tu le vois, mais c'était comme un deuil qui est... Tu avais déjà entamé tranquillement, mais tu te poussais la machine jusqu'à temps que tu allais... tant que le corps allait le donner. Moi, je disais, tant que je vais être dans le package, je t'offre. Exact. Tu comprends? Mais là, ça m'a fait débarquer du package. Là, c'est sûr que physiquement, tu avais toute la rehab à faire sur la réparation. Ça, tu l'as vécu, ce qui fait que tu es capable d'aider tes jeunes à blessures. Puis mentalement, t'as-tu passé dans une phase de colère ou pas? Tu t'étais la colère, je l'ai... Parce que là, tu dis... La colère, je l'ai eue sur le coup. Quand j'étais à l'hôpital, puis que là, je regardais la compétition sur mon téléphone. Puis là, je voyais les gars pas lever la pierre à l'épaule. OK, tu t'es dit... Moi, je m'en allais là gagner le show. Je dis pas que j'aurais gagné, mais il n'aurait pas fini 8e. C'est ça. Fait que ça, c'est la frustration du moment. Okay, mais après ça, je vais être franc avec toi, je suis quelqu'un de très réaliste et terre à terre. Je savais qu'à un moment donné, il allait arriver de quoi. Là. Ça fait 20 ans que tu fais des compés d'hommes forts. J'ai fait 260 quelques compés. Un moment donné... T'étais dans quel pays? C'était aux États-Unis. OK, fait que t'étais pas loin. Okay, ils m'ont opéré tout de suite à Columbus. Ils m'ont retourné chez nous en avion ambulance. J'ai pas été mal pris. Là. Mais sérieusement, ce qui est plate, c'est que j'aimais ça. Ouais, c'est ton C'était le fun. T'sais. Moi, là, je ferais ça encore. Là. Mais oui, mais c'est ton plaisir. Tu sais que t'es bon, puis t'aimes le feeling, les endorphines, la satisfaction. De ça, je cherche tout le temps. C'est pour ça que je fais encore des petites compées pour le fun. Puis, tu sais, le sifflet, là. Oui, quand il siffle pour le départ de l'épreuve. Ça manque. Tu sais, la petite adrénaline de quand ça siffle, là, puis que t'as la tête qui te bouille un peu. Tu veux finir premier. Ça, là... ça se remplace pas. Non. C'est juste ça que je veux dire. Mais tu le sais qu'un moment donné, ça va arrêter. Fait, moi, je le savais. Là. Puis j'ai été quand même très chanceux dans ma carrière. Le monde va se rappeler de cet accident-là.
Mais tout ce que j'ai fait avant, j'étais pas blessé souvent. J'ai tout le temps fini mes compés. Non, exactement. C'est la seule compé que j'ai pas fini. Ouais. Ouais, mais puis là, je pouvais pas finir. Là. Tu peux même pas te relever, là. Fait que c'est sûr que tout était pété. Fait que là, mais là, fait que là, t'as fait toute la rehab. Donc, les exercices de fusion étaient en 2022. Là, tu as bâti quand même un mental pour dire, là, je veux retomber dans le gym, je veux m'en réentraîner. Ouais. Ta première séance d'entraînement, suite à ta chirurgie. Ouf, c'était top. Parce que là, tu étais déconditionné, là. T'as encore ta masse musculaire qui s'est atrophiée peut-être un petit peu. Ouais, mais c'était de réapprendre à marcher. Oui, c'est vrai. T'sais, moi, j'étais dans la marchette, là. J'ai reparti de là, à recommencer à faire des m'asseoir sur une boîte pour me relever. OK, ouais, la base. Puis un an plus tard, je squattais sa plaque. C'est ça. Fait qu'un an après, tu t'es plaqué au squat, là, t'étais reparti, puis tu as repris en 2023 les compétitions. Exact. Fait que là, tu t'en allais encore sur le plan international, mais tu savais que quoi, le World Strongest Man, mais tu allais faire d'autres compétitions. On va dire, regarde, j'ai dit, je vais commencer avec les Champions League, faire des compétitions de niveau B, mettons, pour recommencer, voir un peu le feeling. Puis là, j'ai eu un épisode cardiaque. C'est ce qui s'est passé. Fait que là, on est où? On est dans quel pays? On est en Lettonie. En Lettonie. En octobre 2020. Fait que là, tu fais la compétition, puis durant la compétition, s'il y a un événement qui se passe, mais tu t'en rends plus ou moins compte? Ben, j'ai pas eu de douleur, rien, tu sais. Puis ce qui se passait, c'est que je me suis endormi après le deadlift. OK. Et je m'endormais, puis là, c'était le Viking Press après. C'était une compétition 6 épreuves en ligne, là, comme on fait régulièrement. Mais là, je m'endormais tellement, j'étais pas capable de mettre mes souliers. C'est pas normal, là. Ben non. Fait que là, je vais aller voir les médicales. Je dis à Evers, qui est un laiton, mes chums, je dis, viens là avec moi, parce que les autres, ils comprennent, ils parlent russe puis laiton, là. Fait que là, une colique, tout ça. Elle dit, Chris, faut aller à l'hôpital, t'es en infarctus. Je dis, hey, je vais pas à l'hôpital. Tu es malade, je gagne la compé, là, je m'en vais pas, moi, là. Non, elle dit, on est loin ici, on est à 100 km de Riga. Faut que tu partes. Là, ils essayent de me raisonner, puis je veux rien savoir. Parce que tu vois pas un danger peut-être imminent. Tu sens pas, tu n'as pas de douleur, tu n'as pas d'engourdissement du bras gauche. C'est des fois qu'on peut sentir. C'est ça. Sur 10, tu dis, le cœur n'est pas bloqué. Et tu dis, il se trompe. Pourquoi il me ferait perdre ma compétition s'il se trompe? T'sais? Ouais, mais c'est ça, là, je suis parti, puis il se trompait pas. Là. Bouché à 100% sur l'artère coronaire. OK. Et là, il dit, on va peut-être falloir faire un pontage. J'ai dit, là, on va essayer de te mettre un stand. Il faut que ça marche. Ouais. Parce que si on te fend en deux, là, ça ne part pas la semaine prochaine. Tu sais, t'es pas chez vous. Là. Mais ils ont réussi à mettre le stand. OK. Passé 8 jours aux soins intensifs. Après ça, je suis revenu ici. J'ai refait 2 semaines d'hôpital à Québec. OK. Alors, arrivé ici, tu regardes à l'hôpital pour vraiment t'assurer. OK, pour t'assurer que tu viens de revenir d'une année, la convalescence, ça se fait comme bon, un autre petit déconditionnement qui est présent. J'ai dit là, je me suis peut-être trop acharné. C'est un signe, mais en même temps, j'ai été super chanceux. Parce que tu vas-tu à l'hôpital parce que tu t'endors? Non. Ben non, tu dis j'ai trop forcé. Je me suis entraîné chez nous, je serais mort. OK. Fait que j'ai été très chanceux parce que là, le service médical est là. Je comprends à la maison. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que je me considère super chanceux. Fait que là, je suis à la 2e chance. Fait que là, je fais super attention. Mais là, tu vas être plus alerte aussi sur les symptômes. Oui, puis là, j'ai un défibrillateur aussi. Puis j'allais dire que probablement que tu es suivi par un cardiologue pour avoir des bilans sanguins plus régulièrement pour faire un topo de ta situation. Là, j'ai la panoplie. Je suis suivi. Ils m'ont mis un défibrillateur parce que là, ma fraction d'éjection va baisser à 20 %. OK. Puis là, elle a remonté. Justement, je l'ai fait une la semaine passée. Parce que je vais avoir une chirurgie là, pour un hernie là, qui n'a pas rapport avec ça. Mais je te rendu à 29. Mais quand même. À cause de. Parce que l'artère coronaire, qui est l'artère du cœur, quand il y en a deux, là, mais quand il y en a une qui est bloquée, est-ce que certaines fibres musculaires du cœur on l'appelle nécrosées, sont morts? Beaucoup. Il y a beaucoup de spécifiques qui sont à 20 %. C'est ça, je me dis, t'as pas le choix. Là, mais en même temps, avant cet épisode-là, j'étais à 34. J'étais pas à 60. Là. J'avais déjà eu des choses avant. Là. Peut-être des petits blocages aussi. C'est ça, mais il y a beaucoup de gars qui n'ont pas de chance. Là. On a beaucoup d'athlètes de force. Dominique Filiou, qui est décédé à 41 ans. Cette année, il y a Scott Cummins, même affaire. Il s'est couché le vendredi, puis il s'est jamais levé. 41 ans aussi. Qui est un homme fort qui est actif pendant très longtemps. Puis, eux autres, ils n'ont pas eu la chance que moi j'ai eue. D'être, lorsque l'événement s'est arrivé, que tu sois en bonne main. C'est juste qu'eux autres, ils ne savaient pas. Il y a plein de monde là, qui sont à 10, puis ils ne le savent pas. Là. Tu veux dire au niveau du blocage, des fractions d'exemple, exact, parce qu'on ne le fait pas mesurer, on ne le sait pas. Puis même, je veux dire, même si quelqu'un... Mais moi, c'est juste l'aspect que ce soit la fatigue qui a été l'élément, le symptôme de ta crise cardiaque. Ouais, c'est spécial, mais comme le cardiologue, il me dit, vous n'êtes pas du monde normal. C'est un peu ça qui me dit. Tu as un cœur qui a grossi, qui est super épais, fait que tu n'as pas les mêmes symptômes que monsieur tout le monde. Ouais. Fait qu'ils apprennent eux autres aussi avec ça. Là. C'est ce qui m'expliquait. Fait que j'ai la médication à prendre pour le restant de mes jours. Pour être sûr qu'il n'y a pas un autre blocage qui...
Mais ça va mieux, puis je suis en forme. J'ai compétitionné l'an passé et j'ai gagné 2 compétitions de circumfort. Fait que c'est ça. Fait que là, le crise cardiaque 2023, là, tu me disais l'année passée, tu as compétitionné. Fait que ça, c'est 2025. Fait que là, 2023, hôpital, on est en Lettonie. Fait que là, tu reviens au Québec, hôpital au Québec. Là, après ça, tu refais un peu, mais là, tu recommences. C'est tout ce qui est. Ben, tu t'es entraîné. On sait quand on fait un gym, là, la méthode de Valsalva qu'on appelle, qu'on bloque, ça fait monter la pression. Il faudrait que tu fasses attention parce que au début, surtout. C'est sûr. J'avais tendance à faire un choc vagal parce que là, j'étais très faible. Très faible. Fait que là, j'allais super mollo, je me suis réadapté, si on veut. Puis aussi, il voulait prendre le temps de me mettre le défibrillateur comme sécurité avant que je recommence à m'entraîner. Après ça, j'ai recommencé tranquillement. J'ai pogné le pace, beaucoup plus de cardio, baissé mon poids. Comme là, j'étais à 300 environ. Puis j'ai perdu quand même pas mal de poids. C'est sûr, j'ai plus la force que j'avais, mais j'étais assez fort à faire des démonstrations, compétitionner, on va dire, au niveau national. Puis je pense que mon cardiovasculaire, présentement, comme là, est meilleur que quand je compétitionnais à 350 litres. Parce que c'est là que tu mets un peu plus d'emphase sur le cardio pour... Je pense que tu as eu la peur avec l'événement. Tu te dis, OK, il faut que j'en prenne. Tu avais déjà un bon cardio, mais malgré tout, ça t'a pas protégé de. Fait que là, il fallait... Ça veut pas dire... Il y a des gens qui font des marathons puis qui vont mourir d'un arrêt cardiaque. On ne peut pas juste se fier à ça. Mais disons que dans la malchance, j'ai été très chanceux. Fait que je remercie le bon Dieu. Non, tu reprends ta deuxième chance puis tu avances. Fait que là, ce qui fait que... Fait que là, 2024, tu as recommencé les compétitions peut-être? 2024, je n'ai pas fait. J'ai fait 2025. OK, fait que tu as pris 2 ans. Ouais, j'ai fait le show de Rimouski. J'ai fait la finale du circumfort qui était au rodéo de Mont-Blanc. Ça, c'était très, très plaisant. Là, j'ai eu du fun. C'était une grosse foule encore. Je pense que c'est 4000 personnes qui ont au rodéo Mont-Blanc. Un show de 2 jours. Puis vraiment une belle ambiance. Là, ça, c'était très plaisant. Puis j'ai eu beaucoup d'athlètes aussi du circumfort qui m'ont, pas remercié, mais façon de parler, parce que ces jeunes-là n'avaient jamais compétitionné avec moi. Tu comprends? Fait que je pense qu'ils étaient bien contents. Ils t'ont suivi, ils ont vu ton parcours, ils ont vu une inspiration. Commencé, moi, j'étais sur le côté. Tu comprends? Fait que là, ils ont eu la chance de compétitionner avec moi, puis c'était super le fun de compétitionner avec les gars. Puis à la fin de l'année, j'étais allé à Official Strongman Games, comme le championnat du monde des hommes forts. Puis il y a une catégorie Master 40. Fait qu'on est plusieurs anciens athlètes là, qui compétitionnent là-dedans. Puis j'ai l'intention d'y retourner cette année, c'est en novembre. OK. Donc, c'est quoi tu te vois pour la suite, un peu le post-carrière de Jeff Caron? Là, tu as compétitionné international. Là, tu peux faire encore des compétitions régionales, tu le dis? Un peu. Circumfort, c'est le national professionnel canadien. C'est canadien. Oui, ça, c'est mon circuit. Puis les Master 40, je trouve ça le fun. Puis, il y a la catégorie d'âge. C'est ça. Fait que là, on est tous des anciens athlètes un peu qui font ça. Puis c'est pour le fun. Là. Mais tu l'aimes, ce sport-là. Tu veux en faire. C'est parce qu'on aime ça. Fait que je fais des démonstrations encore. C'est pour ça que je m'entraîne. Je suis assez fort faire des démos, faire ces genres de petites compétitions-là, s'amuser. Puis en même temps, quand je vais au USG, moi, j'ai des athlètes que j'entraîne dans l'Open, là, eux autres, ils essaient de se qualifier pour le World Swing. Puis j'y vais de toute façon. Puis ça me donne l'occasion de le pousser un peu dans le cul. Fait que tant que tu vas pouvoir en faire, tu vas continuer à faire de la compétition. Plus de façon amicale comme ça, pour avoir juste pour nourrir ta soif de sifflet. Les gars, ils ont de la misère à arrêter. Ben, tu vois, l'année passée, Marc Félix était là dans les 50 ans avec Zydrunas Savikas. OK, 50 ans quand même. Oui, ça nous permet de se revoir aussi. Souvent, c'est ce qui manque à la fin. Ces amis-là on a tous quitté le sport, on a pris chacun nos chemins, mais au moins, on peut se revoir une fois par année, prendre le temps d'aller souper ensemble, puis de se compter des vieilles affaires, là, comme des retraités, mais c'est des bons souvenirs, puis on s'amuse pas mal là-dedans. Puis il y a aussi, c'est comme là, il y a les compétitions que tu veux faire pour la suite, mais là, il y a la télévision, en vrai, tu commandes des compétitions. Oui, mais c'est les championnats. Dans les championnats du circumfort que j'organise sont diffusés RDS. Fait que c'est moi qui fais les commentaires avec Martin Gauthier. Ça fait déjà plusieurs années qu'on fait ça. Garder le show présent au Québec, au Canada, pour représenter les compétitions. Puis, tu sais, le sport a été super en santé au Canada. Tu sais, présentement, là, les hommes forts, ça se passe plus en Europe. Là. C'est en Amérique du Nord. Les Américains, au Canada, on a les meilleurs athlètes. Puis, c'est le fun d'avoir ça monté. Puis, pourquoi qu'on a des gars de même? Je te dirais qu'on a au moins 8 gars calibre international au Canada présentement. Pourquoi c'est devenu le même? C'est parce qu'on a développé le circuit de compétition. Tu sais, avant, pourquoi c'était juste au Québec? C'est pas parce que le Québec, on est plus fort, là. Tu sais, on a toute la même génétique, pas mal, là. C'est parce qu'il y avait juste des compés au Québec. Mais à cette heure, il y a des compés au BC, il y a des compés en Alberta, il y a des compés en Ontario, dans l'Atlantique. On développe un circuit de compétition depuis 2014 avec le circumfort. Et là, ça paraît.
Là, le champion canadien, c'est Tristan Holt, présentement. C'est un gars d'Edmonton. OK. C'était jamais arrivé avant. C'était un gars de l'Ouest C'était plus Québec qui était... C'est ça, mais là, tu as des gars bons partout. Et là, au Québec, si, exemple, une personne dit « Hey, moi, le strongman, là, je suis fort, j'ai une bonne génétique, je veux commencer. » Oui, tu as le côté élite, mais est-ce qu'il y a des clubs de force qui, à travers la province, oui. pour que la transition, en vrai, de je veux commencer à faire des hommes forts, mais je suis niveau amateur pour passer dans le professionnel? C'est ça qui est le fun maintenant avec les hommes forts, avec Strongman Corporation. Ça, c'est le circuit amateur. Fait que les gens qui veulent commencer, là, à cette heure, il y a plein de catégories. Il y a même novices, c'est pour ceux qui commencent. Avec des poids réduits, puis toutes les catégories de poids, puis les catégories d'âge, puis tout ça sont là-dedans. Fait que c'est beaucoup plus accessible. Fait que n'importe qui peut faire un début d'un sport de force. Okay. Chose qui n'existait pas quand moi j'ai commencé. Là. Non. C'était tout le monde ensemble. Il y avait une catégorie. C'était les hommes forts. Point. Mais à cette heure, tu as toutes ces catégories-là. Fait que souvent, les gens m'écrivent. Puis là, je les redirige. Si je lui demande un peu, je pose des questions pour savoir à peu près le niveau de la personne. Mm-hmm. Là, je dis, regarde, va là. Puis là, tu vas pouvoir commencer. Parce qu'il y en a des anciens joueurs de football, exemple, là, qui ont développé une force, qui veulent, leur carrière de football est finie, ils veulent puis il y en a faire du strongman. C'est beaucoup de monde. Tu sais, veut pas, le CrossFit a aidé beaucoup à nourrir ça. Parce que, mettons, là, les 3 plus forts du chose de CrossFit, ils font un peu des épreuves d'hommes forts et tout là-dedans. J'aimerais peut-être essayer ça. Ouais. Ça a nourri l'haltéro aussi. Oui. Fait que ça a amené des athlètes dans d'autres sports, puis il y en a beaucoup qui arrivent de ça. Ils veulent essayer. Fait que maintenant, c'est accessible. Parce qu'avant, si on faisait juste le championnat provincial, comme demain, justement, à Hurscliffe, c'est le championnat Est du Canada, Ontario, Québec, Maritime. C'est comme l'ancien championnat provincial. Mettons, le deadlift commence, c'est 900 livres au char. Non, c'est ça, tu peux pas commencer. Non. Tu comprends? Mais avec ces compétitions-là, tout est adapté. Fait qu'on peut faire un début là-dedans, puis envoyer l'athlète. Parce que ce qui est important quand tu entraînes des athlètes amateurs, il faut que tu les envoies à une place que c'est leur niveau. Si tu veux qu'ils en fassent. Les décourager puis les motiver. Pas rien que ça, pas se blesser. Ah oui, mais oui. T'envoies jamais quelqu'un si c'est trop pesant. Il y en a, je veux m'essayer pareil. Non, non, ça vient pas ici, tu vas rien lever. On va t'envoyer à celle-là, puis là, tu vas avoir du fun. Parce que j'ai rarement vu quelqu'un aller compétitionner d'une compétition de force, pas avoir de fun, puis dire, j'en ferai plus jamais. J'ai jamais vu ça. Souvent, c'est très friendly. Ouais. Que le monde aime ça. Faut que tu sois dans la bonne compétition, comme tu dis. C'est justement si tu vas avoir du plaisir. Puis c'est là l'importance de s'entraîner. Si t'arrives et t'es pas prêt, t'as pas de fun. Parce que dans le fond, on fait ça pour le fun. Oui, exactement, comme les sports. C'est ça, je lui ai dit. Puis oubliez pas à base. C'est même je jase avec des athlètes internationaux des fois. Ils disent, pourquoi qu'on fait ça encore? Là, on n'en fait plus d'argent. Là. Tu comprends? On fait ça parce qu'on aime ça. Pour le plaisir. C'est ça. Okay. Good, excellent, Jeff. Écoute, avant de finir, j'aimerais faire un petit rappel sur ton parcours avec des petites questions. Mettons qu'on enlève les événements majeurs de 2022-2023. C'est quoi la compétition qui a été la plus difficile? Soit pour le challenge, pour essayer d'acquérir la première position, la deuxième, la troisième que tu es allé chercher. La compé la plus dure, ou la température peut-être qu'il y avait, ou je sais pas. Ouais, ça, c'est pas le fun non plus. Mais pour de vrai, là, la compétition la plus dure que j'ai faite, c'est le Ultimate Strongman à Dubaï la dernière année qu'on a fait ça. Qu'est-ce qui était difficile? On était live à ESPN. OK. Fait que là, il n'y a plus de break. Tu sais, quand tu écoutes une compétition à TV, là, ouais. Ben c'est un montage, là, ouais. Tu comprends? Mais pas là. Là, c'était live. OK, c'est live. C'est que tu n'as pas le choix de rouler. Ouais. Puis là, avec le choix d'épreuves qu'ils ont fait, les pubs. C'était pas le fun. Moi, c'est la première fois que je faisais ça. Là. Ils ont fait un yoke pour max distance. Fait que, mettons, c'est 1000 livres. Si tu le déposes une fois, c'est fini. Non, tu peux déposer. OK. Mais mettons, jusqu'à temps que ça... Okay. Mettons, t'as 1 minute, faut que tu te rendes le plus loin possible. Je comprends que c'est un temps. Et c'est parce que quand tu lâches ça, là, ça va pas bien. Tu t'es au bout. Ouais. OK. Marche fermier. Tu comprends? Demain, moi, j'ai vu, il y a un gars, là, c'est Constantin Janachia, là, il a pas fait les Farmers. Tu peux l'écouter sur YouTube. Il dit, on commence ça, il disait, es-tu blessé? Non, t'es couché à la tête. Il était couché à la tête, il était pas capable d'y aller. Il était pas capable de revenir de son yoga. Ah non, c'était dur. C'était dur, puis c'était tout cardio. Puis la marche fermier était quand même un genre de 80-80, fait 160 pieds. Puis après ça, il y avait un genre de tir assis. C'est toutes des affaires de cardio de même, en arrière de l'autre. De là, l'importance d'avoir un bon cardio. Physiquement, là, vidé après cette compétition-là, à cause que c'était extrêmement vite.
Il n'y avait pas de réchauffement. Là. C'était fini. Ça me pop une question. Qui choisit de créer ces épreuves-là? Tu sais, quand il y a une compétition... C'était nouveau. Il y a quelqu'un derrière qui dit hey, on va mettre ça. C'est souvent des hommes forts, d'après moi. Je me dis, c'est des gens du circuit. Non, c'est des gars d'Ultimate Strongman. Puis là, il y avait eu l'idée, justement, de nous mettre live à la TV, essayer de. C'est un show. Puis, on embarque là-dedans. Ben vous suivez le pattern. Puis on va vous donner vos commentaires. Simonac, c'était dur. Ça a testé les athlètes. Oui, mais c'était une super bonne compé pour moi. Là, tu voyais qui était en forme, qui ne l'était pas. Mais je me rappelle de Jan Asha, un des 5 meilleurs dans cette compétition-là. Mais dans ce temps-là, lui, il essayait de se monter. Il voulait avoir des plus grosses charges. Puis je me rappelle, au lieu d'être à, mettons, 340 livres comme d'habitude, il arrivait là à 380. Ah, il n'y a pas eu de Non, il n'y a pas. Non, c'est sûr. C'est ce qu'on parlait tantôt. Il s'est fait prendre, en vrai. Gros, mais c'était difficile. Puis on était tous des gars super expérimentés. Là. Puis le soir, il n'y a pas de party. Là. Tout le monde était couché. Vidé. On récupère. C'est des bons souvenirs. Ton plus grand high en carrière? Que là, l'émotion était... Je pense quand j'ai levé le 463 kg de deadlift au Arnold en 2018. Okay. Sur le stage. À cette heure, c'est différent, Arnold. Ils ont comme un aréna, ce qu'ils font pas les avec des pneus? C'est-tu des... Non, c'était Elephant Bar avec les plates. Okay, c'est après les pneus. Les pneus, c'est avant ça. OK. Dans ce temps-là, les épreuves de jour étaient dans l'expo sur le stage, où ce qu'ils font la compé culturiste amateur. Oui. Et quand tu lèves là-dessus, là, t'es comme surélevé, puis là, tu vois le bruit. C'était spécial. C'était spécial. Puis ce lift-là... que tu as réussi. Je pense que c'est un des plus beaux moments de ma carrière. La foule qui t'acclame aussi. Oui, puis c'était très, très fort comme son. Puis je me rappelle, j'étais avec Yannick Normandin, justement, là, la claque qui me rentrait dans le cou là, avant que j'aille là. Est-ce que c'est une levée que tu avais déjà fait? Non. Fait que là, même pour toi, tu étais fier parce que c'est dit, j'ai une balle. Mais je savais que je le levais. Okay. Je savais que je le levais. Il y a beaucoup qui ont vu quand j'avais fait 1000 livres chez Brian Shaw dans son gym. Puis ça, c'est 1 mois après. On compétitionnait un contre l'autre après ça. Puis lui, il a fait 1015. Il a passé avant moi, dans le fond. Il a fait 1015, puis je savais que j'étais plus fort que lui. J'ai mis plus. Puis je l'ai battu. Ça m'a permis de finir en avant de lui au deadlift, cette compétition-là. Puis j'avais encore de la place un petit peu. À un moment donné, des fois, c'est pas juste le plus fort qui gagne. Mettons un deadlift max, c'est lui qui choisit le bon poids. Un peu comme en powerlift. Tu mets 2 livres de trop, tu le manques. Il faut que tu te connaisses aussi. Mais là, je savais que j'avais du jeu un peu. Mais ça, c'est un très, très beau moment. Je me rappelle, puis quand je suis débarqué du stage, Ed Cohen est venu me voir, qui est pour plusieurs le meilleur powerlifter de tous les temps. Il dit « You impress me ». Wow. Ça doit être disponible sur YouTube? Sur YouTube, aller voir ça. C'est quoi le message que tu aimerais que les gens retiennent de ton parcours? Tu es là, tu es comme un peu... tu continues à compétir pour le plaisir, mais... Ouais. Ben, je pense que... Ce que les gens doivent retenir de ça, c'est que je suis un gars qui a jamais abandonné au cours de ma carrière. Tu sais, il est arrivé plein d'affaires. Il y a eu up and down, effectivement. Il y en a qui ont essayé de me mettre des bâtons dans les roues aussi. Mais j'ai jamais arrêté. Puis l'affaire que j'ai appris de ça, c'est qu'il n'y a personne qui peut t'empêcher d'être plus fort que les autres. Quand même c'est seulement toi, en vrai. C'est toi qui va t'empêcher. La seule personne qui peut t'empêcher, c'est toi-même. Fait moi, ce que j'ai fait, vous voulez pas que je gagne? Je vais gagner. Puis c'est ça qui s'est passé. Tu peux pas m'empêcher de gagner. Mets ce que tu veux, appelle qui tu veux, je vais gagner pareil. Parce que tu vas faire ce que tu dois faire. C'est ça. T'es déterminé. Il faut juste que tu travailles fort, puis tu vas arriver à tes objectifs, puis c'est pas juste dans ce sport-là. Mais on a le contrôle sur nos performances. Il faut juste être prêt à faire les sacrifices. Exact. Pas facile. Puis si... Exemple, tu avais à recommencer, est-ce qu'il y a quelque chose que tu changerais ou tu garderais ça tel quel? Ouais, c'est facile à dire qu'on changerait plein de choses, Kevin. Mais... Tu t'étirais plus. Ah oui. Mais en termes, c'est parce que quand j'ai commencé, là, le sport est méconnu. On se spécialisait pas dans les épreuves, on mangeait pas comme il faut, on faisait pas l'entraînement. On s'entraînait ben trop. Trop d'heures, trop de temps dans le gym? Je me rappelle, mettons, on compétitionne samedi, je m'entraînais toute la semaine. OK, tu n'avais pas de phase off. On faisait ça serait ça que tu changerais, mais ça reste que tu as eu des excellentes performances. C'est pour ça que tu tout le monde as réussi exactement. Tu as réussi à bien là, c'est juste qu'aujourd'hui, on a des connaissances qu'on n'avait pas en 2004.
Tu comprends? On a appris un peu sur le tas, mais maintenant, c'est tellement plus spécialisé qu'on ferait tout différemment. Puis, mais, tu sais, j'aurais pu me blesser en 2009 aussi. Aussi, exact. Peut-être. C'est ça. Il y a un peu de chance là-dedans. Il y a un peu de chance, mais c'est pour ça que je dis que je suis content du parcours. Vouloir changer. De toute façon, on n'a pas le contrôle là-dessus. Là, non, je suis très content de ça. Puis pour vrai, là, si vous avez la chance d'avoir un niveau assez élevé pour faire un sport professionnel, sérieux, là, la meilleure décision que j'ai prise de ma vie, c'est mettre de côté puis m'en aller 100% là-dedans. Parce que c'était le fun. Puis je suis très content d'avoir pu faire ça. Puis je pense que tu vas pouvoir encore le faire à un certain degré. Là, ça ne sera pas pareil. Mais non, mais je veux dire, tu peux travailler. Ah, parce que c'est ça, tu travaillais pas autant, tu vivais de compétition. Moi, j'ai vécu ça pendant longtemps. Là, à cette heure, on a une vie plus normale, on va dire. Ouais. Mais tu sais, juste de voyager partout, puis de juste faire ça, là, de vivre de ton sport, c'était quelque chose de super le fun. Pour vrai, là, je le souhaite à tout le monde. Écoute, merci, JF. Ça fait plaisir. Si on veut te suivre, est-ce que tu as des réseaux sociaux, tu as des Instagram, site web peut-être? Strongman sur Facebook et Instagram. Je suis trop vieux pour être sur TikTok, là, mais je suis sur ceux-là. On a la page YouTube du circuit où vous pouvez retrouver aussi toutes les émissions qui sont à RDS, sont rediffusées sur YouTube aussi. OK, sur la page du circuit qui s'appelle? Oui, Circuit Homme Fort. Circuit Homme Fort. Ouais. Puis ceux qui voudraient peut-être commencer les Hommes Forts, est-ce qu'il y a une page aussi pour les... Oui, bien, ils peuvent écrire sur la page, puis c'est Strongman Corp Québec, qui est les amateurs. Fait que vous pouvez aller voir les compétitions. Puis il y a également des compétitions à travers le Québec qui sont pas affiliées avec aucune fédération de niveau débutant. Fait que vous pouvez vous inscrire là-dedans. Puis je dirais le gros événement au Québec, c'est le Festival des Hommes Forts de Victoriaville. Maintenant avec le championnat nord-américain là, qui est à la fin juillet, là, du 23 au 26 juillet. Fait que, sinon, quitte à ne pas participer, au moins d'aller la voir. Aller voir. On a athlètes. le calibre amateur, on a les femmes, on a les hommes niveau nord-américain. Fait qu'on va avoir tout un spectacle cette année. Good. Fait un gros merci, JF. Un gros merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Donc, si vous avez aimé l'épisode, laissez un 5 étoiles sur Spotify, Balado, YouTube. Et nous, on se revoit dans un prochain épisode. Merci.